Maladie la plus ancienne et la plus partagée, le cancer touche tous les êtres vivants, y compris les plantes, depuis la nuit des temps. On a d'abord cru qu'il était lié aux humeurs, qu'il était contagieux, viral. Aujourd'hui, on lui suppose une origine génétique. Chaque époque l'a combattu avec ses armes, sans jamais en venir à bout. Pourtant, les scientifiques en ont décrypté jusqu'au plus infime mécanisme. Est-il possible que ces immenses progrès aient finalement égaré la communauté scientifique ? Aujourd'hui, il semble très probable qu'on se soit perdu dans le détail, qu'on se soit trompé de focale, qu'on ait regardé les détails du moteur de la voiture, alors que c'était vraiment pas ça le problème. La recherche a tendance à se focaliser sur les détails au lieu de regarder le tableau dans son entier. C'est l'arbre qui cache la forêt. Einstein a dit « Une idée qui ne semble pas folle au départ à la plupart des gens n'a aucun avenir. » Time has come in America when the same kind of concentrated effort that split the atom and took man to the moon should be turned toward conquering this dread disease. Cela fait maintenant plus de 40 ans que la guerre contre le cancer a été déclarée par différents gouvernements. Le cancer ne sera pas vaincu en un jour, mais un jour, il le sera. Today I'm announcing we are directing $30 million of that new budget. Depuis, de réels progrès ont été enregistrés. On soigne, on dépiste et on prévient bien mieux que par le passé. La lutte contre le cancer s'est fixée comme objectif, comme ambition. Les cancers mortels dans les années 50 sont désormais curables à 70%. Mais ces incontestables succès sont finalement marginaux. En dépit des milliards investis dans la recherche depuis près d'un demi-siècle, la mortalité par cancer n'a pas chuté autant qu'on l'espérait. La maladie tue encore 8 millions de personnes chaque année. Mais connaît-on si bien cet ennemi? Et d'abord, comment le définir? Le cancer, c'est une prolifération dangereuse de certaines cellules dans le corps. Vous voyez, si tout se fait de façon harmonieuse, le corps grandit, c'est ce qui se passe chez l'enfant ou dans le développement embryonnaire. Ça, c'est une multiplication cellulaire, on va dire, normale, parce qu'elle est harmonieuse et coordonnée. Quand une prolifération cellulaire ne respecte pas cette harmonie, sort en gros du groupe, on appelle ça un cancer. On doit garder à l'esprit ce qu'est le cancer. C'est une sorte de cellule traître à l'intérieur de votre corps, et c'est ce qui la rend si diabolique et si difficile à traiter. C'est votre propre chair, votre propre sang, devenu immortel. La cellule cancéreuse est une cellule immortelle. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais toutes les cellules de notre corps sont destinées à mourir. En fait, c'est la mort de la cellule qui est saine. Une cellule se régénère à travers sa mort. Elle se renouvelle sans cesse. Mais quand une cellule reste vivante et continue de croître, on appelle ça le cancer. Mais d'où vient cette paradoxale explosion de vie qu'est le cancer? Comment l'empêcher, la mettre sous contrôle? Les premières thérapies ont été la chirurgie, utilisée dès le 19e siècle, et la radiothérapie mise au point au début du 20e. Elles ont pour cible les tumeurs, ces amas de cellules cancéreuses qui se forment au sein d'un organe. Mais ces thérapies n'empêchent pas la fuite de certaines cellules vers d'autres organes. Ces tumeurs secondaires, appelées métastases, sont bien souvent mortelles. Dans les années 50, une nouvelle arme apparaît pour enrayer cette progression fatale. 2 décembre 1943, l'aviation allemande bombarde le port de Bari, en Italie. Un bateau transportant 2000 bombes d'un gaz de combat mortel, le gaz moutarde, explose.
Plus de 1000 personnes, civiles et militaires, meurent dans les mois suivants. Les médecins observent que le sang des personnes intoxiquées ne contient presque plus de globules blancs. Cet événement fait naître une idée dans l'esprit des chercheurs. Si ce gaz peut détruire des cellules, pourquoi ne pas utiliser des poisons similaires contre les cellules cancéreuses? C'est le début de la chimiothérapie. En quelques années, elle va permettre de guérir des cancers jusque-là incurables. Cependant, la chimiothérapie frappe fort et à l'aveugle. Elle tue les cellules malades, mais aussi les cellules saines. C'est la stratégie de la terre brûlée. Une thérapie épuisante pour l'organisme, dont les effets secondaires vont de la nausée à la perte de cheveux, l'anémie et autres dysfonctionnements immunitaires. De plus, si elle est efficace pour certains cancers, d'autres lui résistent sans que l'on comprenne pourquoi. L'approche par chimiothérapie des cancers a été uniquement pragmatique. On ne sait pas pourquoi telle tumeur répond spécifiquement à tel agent. Ce que nous avons suspecté, en tout cas, c'est de penser que l'action de la chimiothérapie était d'autant plus importante qu'elle agissait sur des cellules à développement rapide. C'est pour ça que les tumeurs pédiatriques ont été de bonnes cibles. Mais il s'avère que cette explication n'est pas suffisante. Donc vous savez, on a fait des progrès, mais on n'a pas forcément compris pourquoi on faisait ces progrès. Malgré ces avancées thérapeutiques, le processus cancéreux garde bien des zones d'ombre. Dans les années 70, on croit enfin avoir percé l'énigme. Les chercheurs Harold Varmus et Michael Bishop observent pour la première fois que l'ennemi pourrait venir du noyau de nos cellules. Il serait même embusqué dans nos gènes. Cette découverte sera récompensée par un prix Nobel. Pour bien comprendre, il faut revenir au fondement de l'approche génétique. Elle postule que l'ADN contrôle tout dans notre corps. Le cancer proviendrait d'un dérèglement des codes régissant notre organisme. Avec un gène abîmé, muté, cassé, les cellules échappent au programme génétique. Si certaines cellules échappent à ce contrôle, ce qui est le cas du cancer, elles échappent au programme génétique. Et pour échapper au programme génétique, c'est ce qu'on appelle une mutation. Elles modifient leur propre ADN est modifié, le système de contrôle est cassé, et elles échappent à ce contrôle par la génétique. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie génétique ou la théorie mutationnelle du cancer, qui consiste à dire que le point de départ, l'origine du cancer, c'est des mutations qui surviennent dans les cellules cancéreuses. Une nouvelle ère s'ouvre. Avec de nouvelles méthodes, les chercheurs traquent les oncogènes, ces gènes dont la mutation est à l'origine du cancer. Robert Weinberg est l'une des figures emblématiques de cette approche génétique. Dans le sillage des chercheurs Varmus et Bishop, ces travaux ont considérablement éclairé les étapes biologiques de la formation des cancers. En 1978, on a initié une procédure expérimentale qui nous a permis de démontrer, 1 an plus tard, qu'en observant l'ADN d'une cellule cancéreuse, on voit qu'elle contient de l'information génétique endommagée. Cette information cause une prolifération incontrôlée des cellules cancéreuses humaines. L'ADN observé s'est avéré contenir un gène directement en cause dans le cancer qu'on a appelé un oncogène. Un oncogène est la forme abîmée d'un gène qui se trouve dans l'ADN de tous les humains. Sous l'influence des carcinogènes chimiques, le gène mute, de sorte que son information séquencée altérée crée un oncogène qui pousse la cellule à croître hors proportion, sans que rien ne vienne contrôler cette croissance qui débouchera sur des milliers, des millions, des milliards d'autres cellules cancéreuses. Ces recherches sur l'oncogène concentrent alors de considérables moyens financiers et humains. On investit des milliards dans l'appareillage technologique, on trace la carte du génome humain et on pense bientôt tout savoir de nombreuses maladies et notamment du cancer. L'approche génétique s'impose comme une voie unique et devient le nouveau paradigme en cancérologie.
Je pense vraiment qu'il y a un engagement considérable en faveur de la génétique dans nos instituts nationaux de santé. Mais comment pourrait-il en être autrement puisque notre directeur est un généticien? Il y a aujourd'hui une énorme infrastructure de sociétés biotechnologiques. Elles ont été créées dans les 50 dernières années et elles étudient la génétique de ceci ou de cela. Aujourd'hui, des dizaines de pays à travers le monde sont engagés dans la course pour séquencer, découvrir le génome du cancer. La connaissance du cancer progresse très rapidement, car nous comprenons la génétique et le génome, et nous pouvons établir le catalogue des mutations. Le scientifique canadien Thomas Hudson dirige un vaste consortium international qui, à l'heure actuelle, achève le séquençage de 25 000 tumeurs. Le fait non seulement de découvrir les gènes du cancer, mais de comprendre rapidement leur biologie et surtout d'essayer de trouver des traitements pour les cancers majeurs, c'est devenu de la routine. Quand j'étudiais le développement de la recherche sur les oncogènes, celle-ci était comme un phare dans la tempête. C'était un réel espoir. Les gens pensaient qu'on avait touché à la cause, au fondement du cancer, et que cela mènerait finalement à des solutions en termes de traitement. C'est à la fin des années 90 que sont mis au point des médicaments capables de modifier l'action des gènes qui seraient à l'origine de cancers. À côté des chimiothérapies, les thérapies ciblées, aux effets secondaires bien moindres, semblent plus subtiles et beaucoup moins destructrices. Massivement investies par l'industrie pharmaceutique, elles représentent désormais plus de la moitié des anticancéreux en développement. 200 médicaments sont déjà sur le marché, 900 sont en préparation. Grâce aux thérapies ciblées, l'oncologie connaît aujourd'hui bien des avancées. Et on sait que certains médicaments, comme le Glivec, donnent des résultats à long terme. Mais la déception, c'est qu'un grand nombre de ces nouvelles thérapies ciblées n'ont pas une action aussi longue. Il y a des limites en termes d'efficacité sur le patient. Cela peut marcher 3 mois, 1 an. Mais très souvent, la maladie revient et parvient à vaincre cette résistance. On crée des médicaments comme le Glivec ou l'Herceptine qui ont permis d'indéniables progrès dans le traitement de certaines leucémies ou de cancers du sein. Mais pour la majorité des autres cancers, les résultats sont décevants. En principe et selon toute logique, une thérapie ciblée est plus prometteuse. Malheureusement, le résultat est que ce genre de thérapie marche à merveille, mais qu'après 6 ou 7 mois, les cellules cancéreuses trouvent une nouvelle manière de proliférer. Et ces cellules cancéreuses, nouvellement formées, ne sont plus affectées par le médicament donné à l'origine. Ce qui signifie que si on poussait le raisonnement jusqu'au bout, on irait jusqu'à une sorte d'événement qui serait sans fin, sans arriver réellement à la guérison. Je crois que c'est une des limites de la thérapie ciblée. Pourquoi la révolution génétique tarde-t-elle à accoucher de thérapies efficaces? Aujourd'hui, on estime que plus de 2000 gènes pourraient être impliqués dans différents cancers et le taux de mutation peut être 1000 fois plus élevé selon les tumeurs. Et plus on cherche, plus ça se complique. Notre défi majeur est d'interpréter le sens de ces données. J'ai pris part au projet Génome humain dans les années 90. Nous avons séquencé ce génome entier pendant 10 ans. Et on ne comprend toujours pas la plupart des gènes et des protéines, ni le fonctionnement des génomes. Nous cherchons encore à acquérir une technique fondamentale d'interprétation du génome. C'est le défi auquel est confrontée toute la communauté de scientifiques à travers le monde. C'est vous dire la difficulté de la chose. En fait, les techniques d'analyse des cellules cancéreuses sont si performantes qu'on est inondé par des quantités astronomiques d'informations qui excèdent largement notre capacité à les digérer et à comprendre leurs implications. À défaut de comprendre ce qui amène une cellule cancéreuse à grandir de façon anormale, il est clair que nous sommes bloqués et que nous ne pouvons créer de nouveaux types de thérapies. Il y a des gens qui, de manière très cynique, disent « Quand on a un marteau, tout problème devient clou.
Ici, les clous, ce sont les gènes du cancer. Comme on a les outils de la génétique moléculaire, on peut aller taper sur ces gènes. Donc si on se pose la question, est-ce que c'est la meilleure manière d'étudier le cancer? La réponse est oui, en un sens, si on considère les outils dont les gens disposent. Mais est-ce que c'est la solution au problème du cancer? Au début des années 90, des associations de patients se sont créées pour protester contre cet engouement pour la génétique, dénonçant son manque d'application thérapeutique. À San Francisco, des femmes atteintes du cancer du sein ont formé la Breast Cancer Action, une association dont le but est de faire sortir la cancérologie de ses ornières. Elles luttent en particulier contre les dogmes du tout génétique. Certes, les mutations héréditaires de gènes peuvent augmenter le risque de cancer, mais seulement dans 5 à 10% des cas. Quand j'ai été diagnostiquée, j'ai été effarée par la façon dont le médecin considérait ce qu'il avait en face de lui. Une femme de 36 ans, atteinte d'un cancer du sein à tel stade, et à qui il fallait donner tel traitement. Je n'étais qu'un numéro. J'avais un médecin très intelligent qui, un jour, m'a dit « Vous n'avez pas d'antécédents de cancer dans votre famille. C'est impossible que vous ayez un cancer du sein. » Et je faisais « Ok. » Mais j'avais bel et bien un cancer du sein. Et j'avais fait tout ce qu'on est censé faire. Et j'ai compris que ce que je découvrais était une révolution. Hériter d'un gène ne veut pas forcément dire que l'on va avoir un cancer du sein. On doit vraiment se pencher sur les gènes héréditaires et les interactions avec l'environnement et comprendre pourquoi certains développent un cancer et d'autres non. Mais je crois que ces 10 ou 15 dernières années, on s'est presque exclusivement concentré sur la génétique. Et je le vois pour d'autres maladies qu'on attribue à certains gènes qu'on a identifiés et que les malades ont en commun. Je ne sais pas dans quelle mesure cela concerne le cancer du sein, mais je sais que de manière générale, cet investissement dans la génétique, qui était censé tout expliquer, nous a un peu égarés. Est-il possible que la communauté scientifique se soit finalement engagée dans une impasse? Que nous fassions fausse route depuis 30 ans? Nous sommes restés le nez sur les détails. Et c'est comme si l'arbre nous avait caché la forêt. Peu à peu, la vision d'ensemble est devenue moins importante. Dès les années 70, les travaux de Mina Bissell tentent à prouver que le cancer naît d'une interaction entre les cellules et leur environnement. Cette biologiste américaine est une des premières à avoir remis en cause la théorie génétique du cancer. Quand vous prenez des cellules d'une personne ou d'un animal et que vous les mettez en culture, vous voyez que les gènes ne sont pas fixes. Ils sont régis par le contexte. Ils sont régis par le micro-environnement. Pour moi, il est clair que le contexte, ou le micro-environnement, et l'architecture des tissus sont très, très importants. Une fois que l'architecture est détruite, cela se répercute sur les gènes qui peuvent alors produire une tumeur. Les travaux de Mina Bissell ne rencontrent alors qu'un faible écho. La génétique émergente monopolise toute l'attention. Certains disaient Mina est une pionnière, une visionnaire. D'autres pensaient que j'étais folle. Non, j'ai simplement été curieuse. Il y a eu des articles dans beaucoup de très bonnes revues, mais les réactions étaient soit l'incrédulité, soit un manque total d'intérêt. Les chercheurs ne les citaient pas. C'est seulement depuis une dizaine d'années que beaucoup de personnes très réputées sont au courant de ce travail, le citent et disent que c'est une évidence. Pour comprendre le cancer, faudrait-il alors changer de focale? Envisager la cellule dans ses relations avec son environnement? Considérer la façon dont elle respire, se nourrit, se développe? L'observer comme on observerait un animal ou une plante évoluant au sein d'un écosystème?
si dans une forêt, il y a une espèce animale ou végétale qui prolifère jusqu'à détruire l'écosystème, c'est formellement l'équivalent d'un cancer dans notre corps. Si on considère le corps non pas comme quelque chose qui est sous contrôle centralisé de l'ADN, mais quelque chose qui s'équilibre comme s'équilibrerait une forêt ou un océan, on va regarder l'accès de l'élément qui prolifère aux ressources nutritives, on va regarder les prédateurs. Donc vous voyez, si on a d'un seul coup un lapin qui prolifère dans la forêt jusqu'à détruire cette forêt, on ne va pas se dire « Ah, le lapin a muté ». On va se demander si les carottes n'ont pas été plus abondantes cette fois-là, ou si les autres espèces qui pouvaient être en compétition avec lui n'ont pas disparu, ou si les renards qui contrôlaient aussi la prolifération des lapins n'ont pas eu un problème cette année-là. Et du coup, on arrive sur une vision beaucoup plus d'équilibres globaux que d'aller chercher des mutations. Le cancérologue Laurent Schwartz propose lui aussi d'adopter une vision plus globale. Afin de mieux comprendre la cellule cancéreuse, il faut s'intéresser à ses ressources et à la manière dont elle les utilise. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. La cellule est un organe vivant. Une petite cellule humaine, vous la prélevez, vous la mettez dans un bon environnement, dans un milieu avec un peu d'eau, de sang et de ce qu'il faut, elle va pousser. Elle va capter de la nourriture, elle va la digérer, et elle va survivre. Pour ça, elle utilise des gènes, des enzymes et ainsi de suite. La cellule cancéreuse, c'est la même chose. Elle capte de la nourriture, elle se développe et elle utilise des enzymes. Ce qui est clair, c'est qu'une cellule, pour qu'elle se divise, il faut qu'elle grossisse. C'est peut-être une apalissade, comme on dirait, mais si vous ne mangez pas, vous ne grossissez pas, et si vous brûlez tout pendant votre jogging du matin, vous n'allez pas grossir. Pour grossir, il ne faut pas brûler, il faut capter de la nourriture et pas brûler. Et ça nous ramène aux hypothèses des années 1920, où simplement ils montrent que le cancer capte du glucose, c'est-à-dire du sucre en quantité importante, et n'arrive pas à le brûler, donc il grossit. S'il grossit, la cellule se divise. Si elle se divise, elle est dure, et on sait que le cancer, il est dur au doigt. Enfin, je veux dire, c'est un vieux truc de clinicien. Et aussi que si c'est sous pression, les métastases vont partir. Ces hypothèses du cancer fondées sur le métabolisme des cellules étaient dès les années 20 celles du biologiste et prix Nobel allemand Otto Warburg. Alle Krebszellen, welches auch die entfernten Krebsursachen sein mögen, sind ausnahmslos als gärende Körperzellen erkannt worden, die also die letzte und allgemeine Ursache des Krebses sind. Pour Otto Warburg, le métabolisme a un rôle clé dans l'apparition du cancer. Il renvoie à la façon dont nos cellules se nourrissent et à la façon dont elles digèrent ou pas le sucre, le gras et les protéines qu'elles absorbent. La cellule normale capte par exemple le glucose, le dégrade une première fois, puis le transforme au sein des mitochondries, qui sont les poumons de nos cellules. Pour cela, elle a besoin d'oxygène. Quand tout fonctionne, les nutriments sont brûlés et transformés en énergie. La cellule cancéreuse, elle, se comporte comme si elle était privée d'oxygène. Sans oxygène, elle ne parvient pas à brûler le glucose et en tire très peu d'énergie. Pour compenser, elle en consomme des quantités accrues qu'elle ne parvient toujours pas à digérer. Ce faisant, elle fermente et se divise alors sans cesse. C'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. Wäre es meines Erachtens an der Zeit, Maßnahmen zur Verhütung einer Krankheit zu ergreifen, an der jährlich viele Millionen Menschen sterben. Les travaux d'Otto Warburg, bien que récompensés par un prix Nobel, ont fini aux oubliettes. Protégé par Hitler, dont la phobie du cancer est bien connue, l'histoire s'est chargée de lui faire payer son pacte avec le diable. L'avènement de la génétique, en concentrant les regards et les budgets, a fait le reste. Depuis une dizaine d'années, les théories d'Otto Warburg connaissent pourtant un regain d'intérêt. Le métabolisme de la cellule cancéreuse est redevenu l'objet d'études partout dans le monde.
Janvier 2014, un congrès sur le métabolisme est organisé au Luxembourg. C'est le premier en Europe. Des chercheurs viennent du monde entier confronter leurs travaux, convaincus que la recherche contre le cancer vient de trouver un nouveau souffle. Pour beaucoup d'entre eux, le métabolisme serait le talon d'Achille de la cellule cancéreuse, quel que soit le type de cancer. Les gens comme moi se sont dit qu'au lieu de s'attacher uniquement à ces modifications génétiques et d'accorder autant d'importance à toutes ces analyses bioinformatiques et au séquençage intensif, on devrait plutôt prendre du recul et réfléchir différemment au cancer. Le chercheur américain Navdeep Chandal a commencé à s'intéresser au métabolisme alors qu'il était encore étudiant à la fin des années 90. À l'époque, tous les regards sont tournés vers la génétique, mais c'est cette piste, selon lui négligée, qui retient son attention. Étudier le métabolisme du cancer est une de ces alternatives. Maintenant, on n'étudie plus les gènes, on regarde les voies métaboliques. Et d'ailleurs, on les connaît depuis 50 ans. Pas besoin de découvrir quoi que ce soit de nouveau. Bon, il y a bien encore de petites choses à découvrir dans le métabolisme, mais globalement, la cartographie des voies métaboliques est déjà faite. Ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière pour voir comment elles se reconnectent dans un contexte cancéreux. Ces voies métaboliques sont un bien meilleur objet d'étude que tout ce qui se trouve dans le noyau de la cellule. C'est mon avis en tout cas. Si les mutations génétiques ne sont plus l'événement premier mais secondaire du cancer, qu'est-ce qui le provoque? Sur quoi pouvons-nous concentrer nos efforts pour faire reculer la maladie ou prévenir son apparition? Il y a des tas de moyens de réduire le cancer. L'un d'eux serait de combattre l'obésité. L'obésité est le pire facteur de risque de cancer. L'une des choses que je conseille, c'est de réduire l'apport en sucre. Le métabolisme est lié à beaucoup de facteurs et l'obésité en fait partie. Et la pire chose, par exemple aux États-Unis, c'est cette obésité omniprésente, parce que les gens ne mangent pas selon les besoins de leur corps. On pourrait réduire la quantité de cancer dans le monde si les gens consommaient plus de fibres, moins de sucre, moins de mauvaise graisse. Le cancer n'est-il alors qu'une question d'alimentation? Ce serait trop simple, car l'alimentation de nos cellules ne se limite pas à ce que nous mangeons. Leur métabolisme obéit à d'autres facteurs. Pour le cancer de l'adulte, très fréquemment, il y a une phase inflammatoire. Alors ça s'appelle l'alcoolisme, qui vous donne une hépatite, le foie qui grossit, une cirrhose, le cancer du foie. Le tabagisme chronique, comme si j'allais fumer, qui donne la bronchite chronique, la toux et le cancer du poumon. Il y a cette séquence que l'on retrouve pratiquement tout le temps, qui est inflammation, fibrose, cancer. La cellule, si elle survit, elle est gorgée de nourriture. Et l'inflammation, c'est un changement du métabolisme par une entrée violente et massive de nourriture qui arrive pour la cellule. Et ça, la cellule, elle ne le vit pas toujours très bien, parce que souvent il y a une partie des cellules qui meurent, et celles qui sont violemment gorgées de nourriture, elles vont changer de mode de vie, et elles vont se mettre à proliférer. Le métabolisme est très sensible aux changements. Il peut détecter les changements dans le régime alimentaire, dans l'environnement, et même parfois dans le mode de vie. Si on a les mêmes gènes depuis 10 000 ans, et que ce qui change, c'est le régime alimentaire, l'environnement et les habitudes de vie, le premier élément qui va refléter ces changements de régime, d'environnement ou de mode de vie, c'est le métabolisme. Il va ensuite influer sur les gènes, puis les gènes vont impulser la maladie. C'est cela le nouveau paradigme. Qui dit nouveau paradigme dit aussi nouvelle approche thérapeutique. Mais comment agir sur le métabolisme des cellules cancéreuses, les empêcher de proliférer? Par quel traitement? Il y a différentes façons de changer le métabolisme tumoral, de l'améliorer.
Il y a les voies de régime, c'est-à-dire vous diminuez la quantité de glucose que vous mangez, vous diminuez la quantité de nourriture en général. C'est une voie. Elle est somme toute très peu testée. Beaucoup de gens le font, mais il n'y a pratiquement pas d'essais classiques au carré tel que les scientifiques l'aiment bien. L'autre façon, c'est de jouer sur les médicaments qui rentrent là-dedans, dans ces circuits-là. C'est l'attitude que nous, on a préférée parce qu'elle est beaucoup plus facilement étudiable. Le professeur Navdeep Chandel est convaincu que des molécules déjà connues et prescrites dans d'autres indications pourraient s'avérer efficaces contre le cancer. Une centaine de médicaments pourraient d'ores et déjà être utilisés, car ils auraient un effet sur la capacité des cellules à dégrader le glucose. Ces 15 dernières années, les épidémiologistes ont remarqué que les patients sous metformine étaient moins touchés par le cancer. Cela a incité les chercheurs à tester la metformine en tant qu'agent anticancéreux. On l'a donc injecté à des souris qu'on utilise comme cobayes dans la recherche contre le cancer. Et on a découvert que différents cancers, comme le cancer du côlon, le cancer du poumon, le cancer du pancréas, devenaient moins fréquents quand on administrait la metformine aux souris. C'était bon signe. La metformine est un antidiabétique commercialisé depuis la fin des années 60. En quoi pourrait-elle contribuer à lutter contre le cancer? Sa principale action est de faire baisser la production de glucose dans le foie, glucose dont les cellules cancéreuses sont particulièrement friandes. La metformine aurait donc en quelque sorte pour action de leur couper les vivres, les empêchant de proliférer. Nous avons observé sur 10 souris que la metformine réduisait la tumeur de 75%. Ça n'est pas rien. Cela peut ralentir la progression de la maladie. Peut-être qu'on ne guérit pas, mais on peut rallonger l'espérance de vie. Il y a des limites aux expériences faites dans les boîtes de pétri ou sur les animaux. Et l'un des problèmes majeurs rencontrés avec la metformine, c'est qu'elle a été surtout utilisée avec des dosages dangereux pour les humains. Donc il est très difficile de transférer ce travail en milieu clinique. C'est pourtant le pari que s'est lancé Pamela Goodwin. Cette chercheuse canadienne supervise une étude clinique couvrant le Canada, les États-Unis et la Suisse. 3600 femmes atteintes de cancer du sein y participent. Depuis 2013, elles prennent en plus de leur traitement standard 2 pilules de metformine chaque jour. Les effets seront évalués en 2017. Le but de cette étude est de voir si le fait d'ajouter la metformine au traitement standard du cancer du sein va diminuer la mortalité chez les femmes qui en sont atteintes. Plus d'1 million de femmes dans le monde développent un cancer du sein chaque année. Près de la moitié en meurent. Pourtant, tester un ancien médicament comme la metformine, potentiellement efficace, a été un long combat. Il a fallu 10 ans à Pamela Goodwin pour réunir les fonds nécessaires à cette étude. Quand des scientifiques comme moi ou d'autres s'intéressent à la metformine et veulent développer un médicament déjà disponible sur le marché en tant que traitement anti-cancer, c'est très difficile. Beaucoup de scientifiques qui travaillent sur d'autres molécules et qui sont confrontés au même problème n'ont pas réussi à finaliser leur étude. Je pense que notre société dans son ensemble doit s'atteler à ce problème. Si la metformine se révèle efficace pour lutter contre le cancer du sein, on estime que le traitement coûtera à peu près $200 par patient pour une étude de 5 ans. C'est très peu, comparé aux 50 000 ou 70 000, 75 000, 100 000 $ que coûtent certains nouveaux traitements. Et le plus important, c'est que ce médicament peut être utilisé dans le monde entier. Il ne coûte pas cher, n'est pas toxique et on le prend oralement, c'est une pilule. Pour le meilleur comme pour le pire, l'essentiel du travail de recherche est mené par les sociétés pharmaceutiques. Ces sociétés apportent une contribution énorme à la recherche contre le cancer. Mais elles se concentrent sur des médicaments qui sortent de leur laboratoire et avec lesquels il y a du profit à faire. Plusieurs poids lourds de l'industrie pharmaceutique
flairant un nouveau marché, travaillent aujourd'hui à développer des traitements métaboliques contre le cancer. Lorsque nous avons fondé la société en 2002, en privilégiant l'approche métabolique, nous faisions partie des 20 ou peut-être des 40 personnes qui avaient entendu parler d'Otto Warburg. Parfois, nous rencontrions des investisseurs potentiels plus âgés que nous, 60 ou 70 ans, et quand nous leur décrivions ce que nous faisions, ils s'exclamaient « Ah oui, vous travaillez sur l'effet Warburg ». Aux États-Unis, quelques-uns sont déjà entièrement dédiés à cette approche métabolique. Parmi eux, le laboratoire Threshold Pharmaceuticals, situé dans la banlieue de San Francisco. L'idée est donc que si on pouvait développer une thérapie efficace qui cible l'effet Warburg, on obtiendrait un traitement capable de ratisser assez large. On pourrait soigner un nombre plus important de cancers qu'avec les thérapies ciblées. Threshold Pharmaceuticals teste un nouveau médicament dans plusieurs pays, le TH302. En Allemagne, le cancérologue Peter Onnenberger l'utilise sur une dizaine de patients atteints de cancer grave avec des tumeurs disséminées. L'essai vise à mesurer l'efficacité de l'ajout du TH302 aux autres thérapies. Il s'agit d'une étude de phase 2 avec un nouveau médicament, le TH302. Cette thérapie se fonde sur une molécule spécifique qui agit sur la tumeur de l'intérieur. Donc cela veut dire, si je comprends bien, que c'est une action très localisée. Oui, d'après ce que nous savons, il agit surtout de manière très localisée. Il est activé là où le métabolisme de la tumeur présente une anomalie. Dans le cadre des études thérapeutiques, nous essayons d'apporter une preuve d'efficacité. Cela se traduit d'une part par le fait que les tumeurs rétrécissent, ce qui est déjà un signe positif, mais avant tout, il s'agit de prolonger la durée de vie des patients. Combien de temps va durer le traitement? Habituellement, le pré-traitement dure 6 semaines. Il faut un certain temps pour évaluer la modification du métabolisme. C'est la première fois que nous utilisons ce médicament sur un nombre important de patients qui sont en début de traitement. Et à quel effet secondaire dois-je m'attendre? Il peut y avoir des répercussions sur la moelle osseuse. Par exemple, les globules blancs peuvent fonctionner moins bien ou diminuer. Mais en général, au début du traitement, il y a peu d'effets secondaires. Le risque augmente au fil du temps, avec la quantité de médicaments absorbés. Oui, je comprends. Bien sûr, cela prend beaucoup de temps de mettre au point des médicaments qui puissent être utilisés chez des patients. C'est un processus qui dure souvent 4 ou 5 ans. Il faut le temps de faire les différentes études et de prouver que les médicaments apportent quelque chose en plus avant que l'on puisse en disposer. Bien sûr, pour les patients, c'est trop long. À cause du temps très long que demande la mise sur le marché d'un nouveau médicament, beaucoup de malades n'ont que peu d'espoir d'essayer un nouveau traitement, même si celui-ci a de bonnes chances de prolonger leur durée de vie. Le temps du malade, le temps du cancéreux n'est pas celui de l'essai thérapeutique, normé, académique. Ils sont pressés et ça se comprend. Si je veux m'en sortir, il faut que je casse mon schéma de vie. Mon schéma de vie, c'est mon schéma alimentaire, c'est mon schéma de pensée, mon schéma relationnel. Et il n'y a que comme ça que j'ai une chance de m'en sortir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur le pronostic et tout ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Moi, ce que je cherche, c'est la guérison. Je sais que c'est la guerre, quoi. Donc, pour moi,
Ils m'ont dit, on va vous faire un traitement d'abord 3 mois, on va voir. Donc je leur ai demandé les chances. Donc le médecin m'a dit 30% de chances que la tumeur régresse, 30% de chances qu'elle se stabilise, 30% de chances que ce soit inefficace. Depuis 2009 et des essais encourageants sur des souris, le docteur Laurent Schwartz pense qu'une combinaison de médicaments, dont la metformine, déjà commercialisée pour d'autres maladies, pourrait agir sur le métabolisme. Leur coût est modique, les effets secondaires connus, et leur utilisation combinée les rendrait plus efficaces. Ça permet de rentrer dans la mitochondrie, de rouvrir la porte pour être brûlé. Pourtant, en dépit de ces multiples demandes, il n'a pas obtenu les financements ni les autorisations pour mener des essais cliniques sur les patients. Tout ce qu'on a fait a été publié de nombreuses fois dans des revues internationales reconnues, et il n'y a eu aucun écho. Et je me suis dit qu'à un moment, il fallait que j'écrive ce que je pensais, et que je l'écrive dans un livre, et les malades sont venus. Et comme eux, ceux qui m'avaient contacté savaient qu'ils étaient condamnés à très brève échéance, je ne pouvais que les informer de ce que je pensais avoir une chance, de les aider. Quand on t'a annoncé la maladie, comment ça s'est passé? Comment tu as réagi? Qu'est-ce que ça t'a fait? Eh bien, d'abord, on a... Parmi les malades volontaires pour ce traitement expérimental, des membres de l'association Face au cancer ensemble, installée à Nantes. Et quand je suis revenu chez moi, j'ai dit à ma femme, mais dans 15 jours, je ne serai plus là, parce que c'est pas possible. Les essais que l'on a faits sont du traitement compassionnel. Le médecin est pris entre deux feux, deux lois. La première, c'est... les essais sont extrêmement structurés. Et la deuxièmement, c'est l'assistance à personne en danger. Et on a le droit de prescrire dans des cas où les gens sont en danger. Mon expérience à moi, c'est que moi, je suis dans le cancer depuis 14 ans. J'ai 5 récidives. J'ai eu, vous le savez bien, 6 opérations. J'ai subi 2 fois de la radiothérapie, c'est-à-dire 2 fois plus que la dose légalement permise. J'ai plus le droit d'en avoir. Les chimiothérapies, j'ai eu 3 fois des parcours plus ou moins longs de chimiothérapie. Je suis devenu résistant un peu à tout. La dernière fois, ça m'a fusillé. Je suis rentré ici pour mourir à mi-traitement, quoi. Puis vous me voyez aujourd'hui, je peux faire le clown, hein. je peux encore faire le clown. Hein. Eh bien, au bout de le 8 janvier, c'est-à-dire au bout de 8 jours du protocole Schwartz, le marqueur ACE du cancer s'était cassé la figure. Voilà voilà les copains, les copines, ce que je voulais vous montrer. Là, ça a commencé à monter, puis ici, ça s'est accéléré, la remontée. Et là, j'ai fait intervenir la molécule supplémentaire du docteur Schwartz. La troisième. Et la troisième molécule que j'ai mis là, tac, mon truc est reparti à la descente. Cette analyse-là est d'avant-hier, lundi soir. C'est vrai, bon, moi je peux faire voir mes graphiques qui sont à peu près la même chose que toi. C'est-à-dire que bon, j'avais un marqueur qui montait régulièrement. Puis dès l'instant que j'ai commencé à prendre son traitement, bah, ça s'est mis à replonger, quoi. Et donc maintenant, mon marqueur, pour l'instant, se stabilise à la limite haute de la normale. Ce qui me fait dire des fois que je suis guéri, quoi. Puisque je suis dans la norme, hein, bon, c'est pour histoire de... Voilà. Et pour moi, c'est vrai que ça a été une ouverture parce que je supportais de plus en plus mal aussi les chimios, quoi. Elles me déglinguaient complètement, quoi. Le traitement prescrit par le docteur Schwartz est-il le miracle attendu? Lui-même se garde bien de tirer des conclusions quant à une possible et durable guérison. Actuellement, on a en suivi, soit par moi, soit par d'autres, plus d'une centaine de malades. Et on a plusieurs publications qui suggèrent, et le terme suggérer, et je pense le terme adéquat, que l'on ralentisse l'évolution de la maladie. On voit les marqueurs tumoraux dans certains cas qui diminuent. Certains cas sont du domaine du miracle. La majorité, c'est malheureusement un effet transitoire. Et je ne comprends pas pourquoi l'effet n'est que transitoire, c'est-à-dire il s'améliore, il rechute après. Mais si déjà on arrive à ouvrir une porte, c'est probablement insuffisant pour les malades dont j'ai la charge, mais c'est déjà pas mal. Évidemment que se pose la question dans ce que l'on a, qui n'est de loin pas parfait, de l'amélioration de ce qu'on a, que de combiner ça avec la chimio, c'est probablement... ça rend service, que probablement il y a d'autres molécules à mettre en même temps, et que très clairement, on n'a qu'une partie du tableau.
Je pense qu'il ne faut pas compter sur une éradication définitive du cancer. Cette vision des choses ne va pas être très populaire, mais elle est réaliste. Mon but, c'est de réduire les conséquences du cancer autant que possible, de gérer la maladie avec les traitements les moins toxiques possibles, afin de prolonger la vie autant que faire se peut. Que ces médicaments soient nouveaux ou anciens, leur efficacité reste incertaine. L'approche métabolique risque-t-elle alors de se heurter aux mêmes limites que les autres thérapies anticancéreuses? On ne peut pas rester à la surface des événements, penser que les choses sont simples, penser que le cancer est un problème qu'on va résoudre avec 3 ou 4 médicaments. On a l'impression d'avancer et qu'au fur et à mesure qu'on avance, on ouvre des espèces de boîtes noires, on fait rentrer la lumière, mais la lumière permet de voir qu'il y a une autre boîte noire un petit peu plus loin. Avec ce nouveau concept qui est de considérer que le métabolisme est très important, il ne faut pas tomber dans nos excès de simplification qui pourraient nous conduire peut-être à le même type de désagréments ou de désillusions que nous avons eu dans les précédents paradigmes. Il est important de pouvoir faire les essais adéquats. Et ces essais doivent être de grande ampleur, bien plus que ceux qu'on est en train de mener qui ne portent que sur 3600 patientes. On pourrait faire ces études sur des dizaines de milliers d'individus. Pourquoi tarde-t-on autant à lancer de véritables essais cliniques d'envergure sur ces médicaments? Il est possible qu'au cours des dernières décennies, les agences de financement qui ont encouragé la recherche génétique contre le cancer aient aussi découragé et ralenti la recherche dans d'autres domaines. Si quelqu'un avait fait une demande de subvention pour étudier le métabolisme il y a 20 ans, il aurait eu de grandes difficultés à justifier le fait de vouloir travailler sur ce sujet. Le gouvernement doit établir un programme spécial d'études du métabolisme sur au moins 20 ans. Je le dis sérieusement. Les gens au gouvernement ne comptent pas parmi eux suffisamment de personnes aptes à évaluer le métabolisme. Il faudrait qu'ils disent « Voilà, nous affectons une partie du budget au métabolisme, nous comptons sur les gens qui s'y connaissent pour prendre les décisions et nous allons encourager d'autres chercheurs à s'y intéresser. » Mais j'ai bien peur que pour le moment, il y ait un certain conservatisme. Et il n'y a pas beaucoup d'argent, alors qu'il y a beaucoup de scientifiques. Ils veulent des articles, des réponses rapides. Il y a une énorme compétition. Et le genre d'expérience que nous réalisons prend du temps. Mais je suis exceptionnellement têtue. Peu de gens sont aussi têtus que moi. Il faut des gens qui aient le courage de leurs convictions. Je pense qu'il ne faut pas renoncer à une approche empirique pour ça. Vous voyez, on a construit des bateaux bien avant de comprendre la mécanique des fluides qui permettait aux bateaux de flotter et avancer. Mais de la même façon, en cancérologie, il ne faut pas renoncer à l'empirisme, aux essais. C'est le travail des médecins. Vous voyez, on fait des progrès énormes dans le traitement du cancer, sans y comprendre grand-chose jusqu'à présent. Et pourtant, on a énormément progressé par une approche empirique, par des essais, des erreurs, des observations. Et on peut espérer que ça va continuer et qu'on améliorera nos performances portées par une meilleure compréhension de ce qui se passe. Quand la science est suffisamment sûre d'elle et que la communauté scientifique considère qu'il est légitime de tester les bénéfices de tel ou tel médicament, on devrait faciliter la mise en place de nouvelles études et donner aux chercheurs les financements dont ils ont besoin. C'est cela le défi dans ce domaine. Et ce n'est pas un défi scientifique, mais un défi sociétal.